a friend of mine on murder. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de mes livres d'histoire sur les temps modernes. Alors là je vous préviens, il va falloir rester accroché, il va y en avoir énormément, j'en ai une soixantaine à vous présenter, mais pour bien faire, je vais découper ça en plusieurs chapitres. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour vous. On va commencer par le XVIe siècle, l'ouverture atlantique et le temps des réformes. Ensuite, en deuxième partie, on aura la France rurale du XVIe et du XVIIIe siècle, qui est vraiment une de mes grandes passions dans l'historiographie des temps modernes. En troisième, on aura le grand siècle, bien sûr. En quatrième, le temps des Lumières en France. En cinquième, alors là, ce qui doit me passionner par-dessus tout, une histoire de l'Angleterre, du Canada français, du Canada anglais et des États-Unis d'Amérique. Enfin, la période pré-révolutionnaire, la Révolution française et ensuite l'Empire et ses suites, ses conséquences. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira et donc on se retrouve de suite pour le XVIe siècle et l'ouverture atlantique. Alors, donc tout de suite dans cette première partie sur le XVIe siècle, l'ouverture atlantique et le temps des réformes, j'avais envie de vous présenter tout d'abord ces deux incontournables de Charles Seemann, 1491, nouvelle révélation sur les Amériques avant Christophe Colomb, et 1493, comment la découverte de l'Amérique a transformé le monde, donc aux éditions ici Espace Libre, et là Albin Michel. Pour moi, ce sont deux incontournables parce que ils remettent en question toute l'historiographie qu'on avait sur les Premières Nations, notamment parce que c'était très européano-centré. Et on voit que elles étaient beaucoup plus en avance qu'on ne le pense, surtout en technique et en ingénierie, notamment les routes Inca, certains outils et tout ça. Et ensuite, dans celui-là, comment en fait 1493 et l'ouverture, donc du coup ce qu'il appelle le Column Exchange, en gros Christophe Colomb, voilà, l'échange, en fait, les voyages de Christophe Colomb, en fait, ont fait une balance considérable et ont créé un clivage qui lance, selon lui, selon Charles Seemann, le début de l'époque moderne. Et donc, comment, en fait, donc avec rupture avec les Premières Nations, violence et développement de la traite et développement après de toutes les conséquences qu'on connaît. Mais c'est vraiment très bien pour se rendre compte à quel point le rôle des Premières Nations a été oublié dans l'histoire. Et ces deux livres sont profondément utiles et à lire. Voilà, ensuite on continue avec 1515 Marignan de Amable Sablon du Corail qui montre l'importance de cette bataille. François Ier, cette très célèbre bataille donc en 1515, François Ier allié aux Vénitiens contre les mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan. Voilà, c'est très détaillé. C'est vraiment hyper intéressant. De toute façon, j'adore ces éditions. Je vais en avoir plusieurs à vous présenter texto, voilà, de chez Talandier. Voilà, tout y est qui raconte l'importance de cette bataille, causes, conséquences et même après, comment elle est rentrée dans la postérité. Voilà, et notamment avec un usage de l'artillerie. Mais je spoil pas trop. Voilà, je vous laisse découvrir 1515 Marignan. Et donc, de suite après, c'est dans le thème, une grosse biographie de 1000 pages. Didier Le Fur, François Ier, donc qui montre lui aussi l'importance de cette bataille de Marignan, mais aussi comment François Ier est devenu un roi puissant, voilà, qui lance en fait l'époque moderne en France, hein, et grand mécène des arts et des lettres. Il a fait venir Léonard de Vinci dans son château Amboise, il est un grand constructeur des châteaux de la Loire, voilà, donc cette biographie à lire pour comprendre à quel point ce roi est une figure intéressante. Et notamment, on continue avec son principal ennemi, et qui plus est, la très bonne biographie aux presses universitaires de France par Jérôme Elie, j'ai nommé Charles Quint, ici présent. Donc petite biographie, hein, comme Aliénor d'Aquitaine que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Voilà, hyper intéressant, c'est clair, c'est net, ça en vient au fait. Tout ce qu'il faut savoir sur cet empereur
du Saint-Empire germanique et donc de toutes les Espagnes, hein, puisque il a hérité des deux couronnes par son sang. Voilà, donc je ne peux que conseiller, et comment ils en sont arrivés à autant se détester, hein, avec François Ier. On continue avec une biographie toujours par Didier Le Fur, spécialiste, hein, de cette période un peu, avec Diane de Poitiers, la favorite du fils de François Ier, donc Henri II. Voilà, c'est hyper intéressant. Donc Henri II qui était marié à Catherine de Médicis, voilà, et Diane de Poitiers, donc qui était sa favorite. D'ailleurs, Catherine de Médicis ne l'aimait pas, mais vraiment, je vous conseille de le lire. C'est super pour montrer à quel point à la cour elle était puissante, justement, et voilà, c'est une des premières favorites royales. Voilà. Hop. Ensuite, j'avais envie de parler de réflexion sur les monarchies, justement, et ça apparaît déjà au XVIe siècle. Alors, un de l'époque avec, bien entendu, alors c'est un ouvrage philosophique, mais pour moi, c'est incontournable, c'est Machiavel, Le Prince, qui réfléchit à la notion de monarchie, qui réfléchit à la guerre, à comment une monarchie va faire la guerre, comment est le prince en son royaume, voilà, donc sur la notion de pouvoir, sur la notion de monarchie, sur la notion de guerre, d'artillerie, de rapport de l'élite face au peuple. Et c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, Machiavel, je conseille à tout le monde. Et ensuite, beaucoup plus contemporain, Yves-Marie Bercé de l'Institut, donc du CNRS, Les monarchies dans l'Europe moderne, donc du XVIe au XVIIIe siècle, dans la collection Biblis. Et là aussi, il réfléchit à la notion de monarchie et donne beaucoup d'exemples. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement, ce n'est pas les plus connus. Ça donne beaucoup d'exemples, notamment de la monarchie en Suède, de la monarchie en Norvège, en Pologne. Voilà, donc c'est super intéressant parce que ça décentralise complètement voilà notre vision. Quand on entend monarchie moderne, on pense à l'Angleterre, on pense à la France, on pense à l'Espagne, l'Allemagne, mais là non, ça nous montre aussi d'autres exemples et c'est pour ça que je le conseille, il est vraiment super. Donc ensuite, temps des réformes, voilà, c'est le dernier que je voulais vous présenter là sur cette partie, c'est bien sûr 1517-1564, la réforme protestante, voilà, donc aux éditions Que sais-je. Voilà, je vous en avais présenté aussi d'autres donc sur le Moyen-Âge. Là, c'est par Pierre-Olivier Léchaud. C'est vraiment intéressant. C'est clairement ce qu'on doit savoir voilà, de plus théorique sur la réforme, mais au moins ça s'éternise pas, ça se lit vite. Et voilà, c'est super intéressant. Donc, depuis les thèses de Luther, voilà, qu'il a placardé en fait les 95 thèses. Oh, j'ai oublié le nom de l'église. Mais voilà, de Wittenberg, voilà, les 95 thèses de Wittenberg. Et voilà, et après ça a lancé avec Jean Calvin, voilà, il explique tout, la réforme protestante, c'est un indispensable aussi aux éditions Que sais-je. Voilà, alors on passe de suite maintenant à la deuxième partie, donc la France rurale. Alors j'en viens maintenant à un de mes sujets de prédilection dans l'historiographie des temps modernes, c'est donc la France rurale du XVIe au XVIIIe siècle. Et voilà, alors j'ai quelques titres à vous présenter parce que c'est quelque chose que j'aime véritablement beaucoup. Alors, tout d'abord, Histoire de la France rurale, donc c'est le deuxième tome de 1340 à 1789, sous la direction de Georges Duby et Armand Wallon. Alors, on a fait des découvertes depuis, hein, c'est vrai que c'est une réédition de Point Histoire, c'est vrai que c'est un peu ancien, mais pour moi c'est un incontournable, pour comprendre le début un peu de ce qu'on pensait de la France rurale, voilà, et bon, dans les notions, même si voilà, on va chercher des détails, il n'y a pas grand-chose non plus qui a changé, mais c'est vraiment très intéressant, notamment ce qui a changé, mais je vais en parler tout à l'heure, c'est vraiment le rapport au climat, le rapport à tout ça, mais justement le livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie est très bien là-dessus. Voilà, donc Histoire de la France rurale, 1340 à 1789. Hop, donc, Emmanuel Leroy-Ladurie, Histoire du climat depuis l'an 1000, donc incontournable là aussi quand on s'intéresse à l'agriculture, aux campagnes et tout ça. Bien sûr, les paysans étaient clairement liés au climat et au changement climatique, hein, puisque ça c'était directement lié aux récoltes, hein, et du coup à
à la survie de ces paysans. Donc voilà, là c'est très détaillé, on parle aussi physique, on parle science aussi, mais c'est vraiment très intéressant parce que les exemples sont vraiment parlants, et voilà, je ne peux que le conseiller pour se rendre compte de là où on en est aujourd'hui, du réchauffement climatique. C'est un livre qui fait un peu peur, parce qu'on continue toujours voilà, d'aggraver la situation, mais je pense qu'il est indispensable pour se rendre compte qu'il faudrait peut-être changer les choses. Bon, à notre échelle, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, à connaître. Ensuite, et deux derniers livres, donc Les fermiers, la classe sociale oubliée, par Jérôme Fehrenbach, donc, qui nous parle donc de ces fermiers qui se situaient entre les bourgeois et les paysans, donc ce qu'on appelait voilà, les journaliers et tout ça. Non, là, ce sont les fermiers. C'est eux qui possédaient les grandes parcelles de terre. Donc, en fait, c'était des gens qui étaient assez aisés. Et justement, on les oublie hein, quand on parle de la société d'ordre. En soi, on ne parle que du tiers-état rassemblant vite fait la bourgeoisie, les paysans, la noblesse et le clergé. Mais ces fermiers étaient très importants. Et donc, d'ailleurs, là, on les prend, donc c'est 17e siècle et 18e siècle, un peu, mais surtout 17e siècle, voilà, avec des exemples clairs en France de comment ces fermiers voilà, étaient organisés, comment ces fermiers vivaient, comment ces fermiers employaient. Voilà, des journaliers, voilà, des voyageurs, des apprentis, dans leur ferme, dans leur domaine agricole. Et voilà, et justement, le titre est exact, la classe sociale oubliée, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, je conseille Les Fermiers aux éditions Passé Composé, une très belle édition d'histoire. On va en reparler parce que j'en ai quelques-uns d'autres. Voilà, donc super. Si vous voulez mettre pause pour lire le derrière, voilà. Alors, et enfin, Les campagnes françaises à l'époque moderne par Emmanuel Charpentier, professeur donc, à l'université de Toulouse Jean Jaurès, qui a été une de mes professeurs. Voilà. Et elle, sa spécialité, c'est bien sûr les campagnes, l'étude des campagnes. Donc j'avais ces cours-là, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Donc ici aux éditions Armand Collin. Et là, elle va revenir en détail donc du 16e au 18e siècle sur les campagnes. Donc comment on vit au village, comment on exploite son environnement, comment on vit de la terre, comment on réfléchit à une nouvelle agriculture, voilà, et bien sûr les notions de seigneurie, les notions, voilà. Et c'est hyper intéressant et je conseille ce livre. Alors certes, il peut faire peur, il est très détaillé, mais vraiment pour ceux qui sont passionnés par voilà, la vie rurale et tout ça, je ne peux que conseiller ce livre. Alors celui-là, il coûte, celui-là, il coûte 30 € et quelques dans ces eaux-là. Voilà, vraiment je le conseille. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie qui porte donc sur le grand siècle. Là, il y a beaucoup de choses. Alors, on va commencer par un livre bon, qui normalement ne devrait pas être classé dans le grand siècle, mais comme j'ai pas trop de livres sur cette période encore, voilà, j'attends de m'y intéresser, j'ai encore beaucoup de lectures en cours, donc c'est pour ça, mais je le range quand même pour simplifier. C'est Henri IV le Grand par Georges Bordenave, donc... Hop, bon là, il y a juste la cote. Hein, voilà. C'est les rois qui ont fait la France. Voilà, une simple biographie d'Henri IV qui n'est pas la plus à jour. Hein, Georges Bordenave, c'est quand même très vieux. Voilà, mais en soi, ça fait le taf quand on veut avoir quelques informations principales sur le règne d'Henri IV. Mais bon, là, je vous le conseillerais pas particulièrement. Enfin, surtout que bon, voilà, c'est pas non plus la meilleure historiographiquement parlant, mais ça se laisse lire et voilà. Donc, si vous voulez, Henri IV par Georges Bordenave. Alors ensuite, on va passer à Claude Quetel. Il était une fois la France. Alors ça parle de tout, hein, donc des débuts des Gaulois jusqu'à Emmanuel Macron. Mais il y a quand même une grosse partie sur la période moderne. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus travaillée, mieux écrite, parce qu'en même temps, c'est sa spécialité. Voilà, dans ses recherches, lui, il privilégie Claude Quetel l'époque moderne. Il a écrit sur la Révolution française, il a écrit sur l'affaire des poisons. On sent que les temps modernes voilà, le passionnent plus. On le sent dans les chapitres qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus clairs que le reste du bouquin, même si dans l'ensemble, c'est une incroyable synthèse. Voilà, que je conseille. Il était une fois la France. Grosse synthèse sur l'histoire de France qui marche bien. C'est 25 €.
Voilà, donc si ça peut intéresser, il était une fois la France, Claude Quétel. Ensuite, deux petites biographies très intéressantes. Là aussi, Mazarin, Le pouvoir et l'argent, par Georges Bordonov. Donc là aussi, bien sûr, il y en a des biographies de Mazarin historiographiquement plus récentes, plus intéressantes, mais néanmoins, elle fait le taf. Vraiment, il y a tout sur la Fronde, sur sa relation avec Anne d'Autriche, sur sa relation avec le jeune roi, Louis XIV, voilà, et comment en fait son rôle de régent voilà, est important dans l'histoire de France. Voilà, et qu'est-ce qui explique qu'après la mort de Mazarin, Louis XIV va vouloir gouverner seul, sans jamais requérir un régent, sans plus jamais requérir un régent. Voilà, donc dans ce livre, c'est expliqué. Alors, je serais curieux quand même de trouver voilà, quelque chose de plus récent pour comparer aussi, hein, pour croiser des sources, mais c'est une bonne première lecture sur Mazarin qui fait le taf. Ensuite, on a l'excellent Fouquet de Jean-Christian Petit-Fils, biographie donc sur Nicolas Fouquet, l'intendant des finances de Louis XIV, que celui-ci a fait arrêter après une fête à Vaux-le-Vicomte. Alors beaucoup pensent que c'est parce que il a il a humilié le roi en fait, hein, en faisant en montrant sa puissance, en montrant qu'il pouvait faire des fêtes somptueuses. Hein. Il était le mécène de beaucoup d'artistes, comme Jean de La Fontaine, comme Molière et d'autres encore. Et voilà, cette fête à Vaux-le-Vicomte devant le roi, il ne s'est pas rendu compte que le roi en fait le prenait mal, mais en soi ça c'est une idée reçue puisque en vérité voilà, tout est expliqué dans le livre, mais c'est des histoires plus lointaines. Il y avait de l'enrichissement de la part de Fouquet. Louis XIV en fait avait peur qu'il ne s'enrichisse encore plus. Colbert en était profondément jaloux. Hein. Il a vraiment intrigué aux côtés du roi contre lui, hein, parce qu'il voulait son poste. Et il y a eu plein de rumeurs, plein de faux semblants qui disaient qu'il assemblait des armées en Bretagne, là où il était, là où il logeait. Alors c'était en Bretagne ou c'était... non, bon, je pourrais pas le revérifier ici. C'était pas peut-être en Bretagne ou oui, je crois que c'était en Bretagne. Bon, enfin. Bref, c'est à revérifier, mais voilà, il rassemblait des armées contre le roi, enfin bref, plein de fausses rumeurs, mais la biographie, elle est complète, elle est documentée, et elle est profondément intéressante pour voir la vie, en fait, de cet intendant des finances, qui est devenu un des plus riches hommes du royaume à l'époque de Louis XIV. Voilà, et donc c'est pour ça que Louis XIV a demandé à D'Artagnan de l'arrêter. Donc voilà, à lire Fouquet, voilà, je le conseille. Ensuite... Bien sûr, ça je l'avais déjà présenté dans mes livres favoris, mais je le représente ici très rapidement. La biographie de Louis XIV, elle est complète, elle est nuancée, je ne peux que la conseiller. Voilà, vous avez tout son règne qui est décrit en détail, qui est raconté, et voilà. Et donc pour moi, c'est un indispensable. Cette édition, c'est l'édition Prestige, donc elle fait 35 €. Mais voilà, pour moi, dans la bibliothèque, elle est super belle. Donc voilà, je la conseille. Hop. Ensuite, on arrive sur la période les favoris de Versailles, un petit peu, voilà. Alors, Madame de Montespan, donc toujours par Jean-Christian Petit-Fils. Et oui, j'adore Jean-Christian Petit-Fils. Il va falloir que j'apprenne un peu à nuancer, mais non, j'aime beaucoup vraiment l'œuvre de cet historien. J'aime beaucoup ses prises de parole. Je trouve que ses ouvrages sont nuancés, sont vraiment, voilà, et permettent de voir les rois d'une autre manière, d'une autre façon. Et moi, j'adore. Franchement, on change notre vision en fait de ces rois et on ne les voit pas que mal. Donc Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV, donc qui a, voilà, avec le Montespan que j'avais présenté justement par Jean Telet, hein, le roman. Voilà, donc c'était la femme du Montespan, du marquis de Montespan, que le roi a choisi pour sa beauté, et il a écarté le marquis de Montespan, il l'a envoyé à la guerre. Voilà, et donc elle a monté les échelons, hein, voilà, de la puissance à la cour, hein, puisque vraiment elle était aussi
mécène des arts, notamment elle soutenait Jean de La Fontaine, qui lui a écrit plusieurs fables, voilà, et donc après, bon, elle est tombée en disgrâce parce qu'elle a été liée à l'affaire des poisons et parce que le roi a commencé à se désintéresser d'elle, parce qu'il faut le dire, alors, certains disent elle vieillissait, mais en vérité, c'est pas vrai, puisque bon, là maintenant, en soi, qui était la gouvernante des enfants de Madame de Montespan et de Louis XIV, était en réalité plus âgée. Mais oui, le roi s'en est rapidement désintéressé face à sa gouvernante. Justement, voilà, tout est expliqué dans ce livre et c'est absolument fabuleux. Donc, je recommande. Voilà, ensuite, Mathieu d'Avignat, Vivre à la cour de Versailles en 100 questions. On revient avec les éditions Texto Talendier, vraiment superbe. Alors là, parce que là, le format est génial. Voilà, quel est le style des jardins de Versailles? En quelques pages, il répond voilà, à nos interrogations sur Versailles, sur la cour. Le petit Trianon était-il la propriété de Marie-Antoinette? Voilà, en 2-3 pages, cette collection, j'adore les 100 questions, parce qu'en 2-3 pages, ça répond en fait à nos interrogations et c'est historiographiquement clair, récent. Voilà. Donc Mathieu d'Avignat, qui est le directeur de recherche de Versailles. Voilà. Je ne peux que conseiller ce livre. Voilà, Vivre à la cour de Versailles en 100 questions, surtout qu'il y a des anecdotes croustillantes, notamment sur Louis XVI, un chat et des toilettes. Moi, rien que pour ça, je vous dis, achetez ce livre. Voilà. Je suis à 2 doigts de vous le lire, à 2 doigts. Hein. Mais bon, on va pas le faire, mais à 2 doigts. Achetez-le. Alors ensuite, Alain Baraton, L'amour à Versailles. Donc voilà, là aussi, c'est une visite guidée un peu de Versailles dans les lieux un peu cocasses, un peu coquins, voilà, de la cour. Donc les jardins, voilà, les chambres royales et tout ça. Et on va en apprendre beaucoup sur les maîtresses. Donc voilà, là par exemple, notamment l'affaire du parc aux cerfs, et notamment les jardins de la Montespan et les relations entre Louis XIV et Madame de Maintenon. Donc voilà, L'amour à Versailles, je le conseille. Et Alain Baraton, pour l'anecdote, il s'agit d'un des jardiniers qui a travaillé longtemps au château de Versailles. Voilà, c'est un des jardiniers de Versailles, et donc c'est assez intéressant. Hop, un des jardiniers actuels, hein, s'entend. C'est pas André Le Nôtre, hein, forcément, mais voilà. Ensuite, Le Temps retrouvé, les éditions du Temps retrouvé que j'aime beaucoup, avec les lettres de la princesse Palatine, donc l'épouse du frère du roi Louis XIV, donc la fille en fait du chef du Palatinat, hein, que Louis XIV a conquis. Voilà, et donc le frère de Louis XIV s'est marié avec elle. Voilà, donc monsieur, hein, voilà, Philippe d'Orléans, et donc elle a été une observatrice cruciale de la vie à la cour, et ses lettres sont vraiment remplies d'humour, et c'est un régal de les lire, c'est un régal, et elle écrit un peu à tout le monde sur ce qu'elle observe à la cour, et pour moi, la princesse Palatine, c'est à lire, donc autant retrouver. Voilà, donc elle écrit là de 1672 à 1722, voilà, vraiment à lire, à lire. Et ensuite, on va terminer, mais j'en parlerai un peu plus longuement, peut-être même sur la chaîne de Mémoire d'Adrien, puisqu'on en avait parlé. Mais là, je n'ai pas fini encore, c'est sur ma théorie de mémoire, mais pour moi, ils sont importants quand on parle aussi grand siècle, société de cour et époque moderne. C'est bien entendu, hop, La société de cour de Norbert Elias, La dynamique de l'Occident de Norbert Elias, et La civilisation des mœurs, toujours de Norbert Elias. 3 fois Norbert Elias, ça fait beaucoup, c'est épuisant, mais en vrai, c'est profondément intéressant. Voilà, donc ça montre comment on a évolué dans nos mœurs pour accepter de se faire gouverner, comment l'État s'est centralisé, voilà, et donc notion de société de cour, comment l'étiquette a créé de nouvelles personnes, voilà, comment on a adopté les codes et les rituels de la cour, voilà, où se trouvait la cour, et donc il prend l'exemple finalement donc de Louis XIV, voilà, et du grand siècle pour prendre son exemple, mais en fait ça commence dès le début du Moyen-Âge, et c'est ça qui m'intéresse, puisque mon sujet porte justement sur le Moyen-Âge, en fait, et la vision de cette société de cour dans les romans de George Martin, Game of Thrones. Donc je vais me servir d'Elias pour mettre en considération voilà, les deux. En soi, ces livres sont vraiment intéressants, c'est de la sociologie, mais ça éclaire aussi l'histoire d'une façon vraiment puissante, et notamment La dynamique de l'Occident,
qui parle donc de la centralisation de l'État, la société de cour qui parle vraiment, elle, de la vie à la cour, de comment, voilà, comment cette centralisation s'effectue, donc, par le biais de cette société de cour, et la civilisation de mœurs, comment on change, voilà, donc on va prendre donc les habits à table, comment on se parfume, comment on se tient à table, comment voilà, on parle avec, voilà, comment on se mouche, comment on parle avec, voilà, c'est des exemples qui sont amusants, qui sont inattendus, voilà, ces mœurs de la civilisation occidentale, comment ils se sont transformés de la fin du Moyen-Âge à jusqu'à nos jours. Voilà, donc je conseille ces 3 livres d'Elias. Voilà. Alors maintenant, on va passer au 4e chapitre, qui est le temps des Lumières. Alors, le temps des Lumières en soi, ça va aller très vite. J'ai 4 volumes à vous présenter, mais c'est important. Donc là, on se concentre sur la France, hein, parce que vous allez voir après ce que je vais présenter ensuite, ça se passe en même temps, mais pour moi, c'est tellement lié qu'il fallait que je le mette dans un chapitre complet. Donc on commence par 1715-1789, la France des Lumières, donc aux éditions Folio, qui ont en fait réédité tout simplement les Belin Histoire de France, que je vous avais présenté, donc notamment avec Féodalité, l'âge d'or capétien et la France avant la France. Voilà, et donc ils ont remonté hein, comme ça, voilà, donc 1715-1789, donc vous le trouverez aux éditions Belin en belle édition, mais là je l'avais trouvé, voilà, je l'avais trouvé donc dans une, je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres, oui, donc comme quoi on fait de belles découvertes, voilà, et donc Folio l'avait, mais c'est moins beau parce que les cartes sont au milieu, comme ça il n'y a pas toutes les illustrations du livre, il y a beaucoup plus d'illustrations dans le livre, là il n'y a quasi rien, il y a des cartes quoi, et sinon tout le reste c'est du texte quoi. Donc je l'avais acheté parce que j'en avais besoin pour les cours, mais en soi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les images. Donc c'est de Pierre-Yves Beaurepaire, et là, on suit toute cette France des Lumières. C'est vraiment très intéressant. Il y a aussi bien le côté campagne, que le côté élite, que le côté, voilà, donc il y a un peu tout. Voilà, donc il y a la monarchie, il y a le royaume, il y a les années, voilà. Il y a tout, ça va de toute façon jusqu'à la Révolution, hein, donc voilà. C'est très intéressant, je conseille. Ensuite, l'excellente biographie, toujours Jean-Christian Petit-Fils, il est toujours là, lui. Hein. Ouais, non, mais on va jamais s'en sortir avec Jean-Christian Petit-Fils. Non, l'excellent Louis XV, voilà, gros pavé lui aussi. Il fait, ouais, voilà, 900 pages. Mais là aussi, c'est bourré d'informations, c'est nuancé, c'est génial sur la figure de Louis XV, qui est mon roi préféré. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un roi préféré? Je vous pose la question. Oui, oui, oui. Ben moi, voilà, c'est Louis XV. Malgré qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais en soi, ça, hop, on balaye, on dit rien. Voilà, on dit rien. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être par rapport au film Jeanne du Barry, j'en sais rien. Non, non. Non, j'aime beaucoup le personnage de Louis XV. Voilà. Je ne peux que conseiller ce livre, cette biographie qui est vraiment complète, avec notamment la première partie, c'est la régence donc de Philippe d'Orléans, voilà, c'est pas le même, hein. Voilà, c'est pas le frère du roi qui est mort avant, mais c'est un autre, mais je crois que c'est oui, ben c'est le fils toujours, oui, voilà, c'est le fils du frère du roi, voilà, qui va régner et qui va en fait, pendant que le roi Louis XV est petit, il va en fait casser le testament de Louis XIV, et il va régner sur la France dans la période qu'on appelle la Régence, donc de 1715 à 1723. Oui, c'est ça, 1715-1723, puisque Louis XIV meurt en 1715. Voilà, donc on va prendre la période de la Régence, la période du cardinal de Fleury, la période de la guerre de 7 ans, on va y revenir, voilà. Son attentat, hein, voilà, il y a eu un attentat contre lui, hein, on a attenté à sa vie par Damien, François Damien, voilà. Et comment ça s'appelle, c'est assez intéressant de voir tout ça. Donc je peux que le conseiller. Hop, parallèlement et pareil, sa favorite, la plus grande favorite, celle qu'il a écoutée une grosse partie de sa vie, celle qui a été mécène de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je veux bien sûr parler de Madame de Pompadour et l'excellente biographie par Evelyne Levert. Voilà, donc je ne peux que conseiller cette biographie. Hop, il y a des images. J'essaie de vous montrer les images, mais c'est allé un peu vite. Voilà, hop, ici. Voilà. Donc comment elle a séduit le roi,
comment elle est restée plus de 20 ans hein, à la cour, et comment elle a été une des favorites les plus puissantes, hein, celle qu'on retient aussi, voilà, les plus puissantes de l'histoire de France. On retient souvent Madame de Montespan, Madame de Maintenon, mais surtout Madame de Pompadour, voilà, qui a été une figure centrale des Lumières et de la cour de Versailles durant cette période. Donc je conseille Madame de Pompadour. Un autre portrait chez Belin, par Yves Combeau, voilà, ancien élève de l'école normale supérieure, Louis XV, l'inconnu bien aimé. Alors là, c'est un petit portrait, là aussi, il y a des illustrations, c'est super sympa. Renouveau historiographique, là aussi, j'aime beaucoup le portrait que Yves Combeau en a fait. Donc, il y a plein de figures historiques dans cette collection portrait chez Belin, et je ne peux que le conseiller parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, à tous ceux qui aiment le roi Louis XV, je conseille cette édition portrait. En plus, ça fait nuancer, voilà, ça fait plusieurs livres. On nuance aussi les points de vue hein, de chaque historien, qui ont leur point de vue, hein, qui ont leur orientation, qui ont leur façon d'écrire, voilà. Et donc, c'est bien d'avoir des compléments. Donc voilà, ça c'est pour le temps des Lumières. Et maintenant, dans la 5e partie, qui va être assez longue là aussi, je vais vous parler de l'histoire de l'Angleterre, du Canada français et anglais, et de la naissance des États-Unis. Là, ça me passionne complètement. Donc voilà, on se retrouve pour la partie 5. Alors voilà, j'ai fait un peu de tri parce que j'en ai vraiment partout. On commence donc par trois textos talendiers, toujours, vraiment, qui sont très intéressants. Bernard Cotterêts, voilà, sur Histoire de l'Angleterre. Alors si vous cherchez un historien vraiment sur l'Angleterre, si l'histoire de l'Angleterre vous intéresse, de ses colonies, de la royauté, de tout, vraiment Bernard Cotterêts, il est génial sur l'Angleterre moderne. Donc il est spécialiste des Tudors, il parle des Stuarts, il parle de tout, et il a une manière d'écrire génialissime. Il nous a malheureusement quittés, mais Bernard Cotterêts, c'est un indispensable dans l'historiographie anglaise. Voilà, donc c'est vraiment à lire. Histoire de l'Angleterre de Bernard Cotterêts, pour moi, c'est génialissime. Voilà. Ensuite, Jean-Michel Lacroix, Histoire du Canada, des origines à nos jours. Donc là aussi très centré sur l'époque moderne, bien évidemment, et donc sur le Canada français, le Canada anglais. Voilà, les éditions de toute façon texto sont vraiment complètes, elles sont vraiment super bien faites. Donc je ne peux que vous le conseiller, Histoire du Canada par Jean-Michel Lacroix. Là aussi, si vous voulez faire pause. Hop. Voilà. Ensuite, 2 livres de Bertrand Van Riebeeck, si je le prononce bien, j'espère. L'Amérique avant les États-Unis, une histoire de l'Amérique anglaise, donc 1497-1776. Pour moi, c'est juste génial. Voilà. Moi, j'adore relations avec les Premières Nations, création des colonies anglaises, donc notamment Jamestown en Virginie pour la première, donc je crois que c'est 1607, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, on le voit dans Pocahontas de Disney. Voilà, ceux qui ont les rêves Disney comme moi, ça peut aider. Voilà, justement Pocahontas, cette histoire. Et je vous conseille d'ailleurs le film Le Nouveau Monde de Terrence Malick, avec justement Colin Farrell dedans, que j'ai beaucoup aimé. Alors, il est long, hein, ce film, hein. Long, introspectif, mais vraiment magnifique, j'ai adoré. Je vous le conseille, sur Pocahontas, sur la première colonie anglaise de Jamestown, donc sur la Virginie à cette époque, c'est génial. Voilà, et donc l'Amérique avant les États-Unis, je vous le conseille. Donc justement, ça parle donc de tout, et relations avec les Premières Nations, et construction des colonies, et développement de ces colonies, et guerre de la conquête, guerre de 7 ans, je vais y revenir, avant, bien entendu, la déclaration d'indépendance. Voilà, donc vraiment un livre publié chez Champ Histoire, donc voilà, donc chez Flammarion. Je ne peux que le conseiller. Et ensuite, toujours texto talendier, Histoire des États-Unis, 1492-1919, c'est le premier volume, j'ai pas encore le deuxième parce que bon, faut que je finisse de lire celui-ci. Voilà, mais super intéressant là aussi, l'histoire des États-Unis, voilà, c'est super intéressant, c'est fait par un spécialiste de toute manière, donc vraiment en termes d'historiographie en plus, c'est vraiment vérifié, c'est récent. Ça date de quand? Si on a le dépôt légal là ici, pour que vous voyez un peu, voilà, puisqu'il a écrit un peu le livre en même temps, voilà, hein, donc on est en 2021, voilà, donc c'est quand même, voilà, très récent, donc je ne peux que conseiller cette histoire des États-Unis. Voilà. Ensuite,
On va continuer avec le Canada, 2 livres que j'ai achetés au Canada parce que j'ai fait un semestre d'études au Canada. Voilà, et donc j'ai trouvé ces 2 livres de Jacques Lacourcière qui sont génialissimes sur l'histoire du Canada français et que je vous conseille vraiment. Alors je ne sais pas de les faire venir combien ça peut valoir. En tout cas, je sais que là c'est 15 $ chacun. Voilà, 15 $ les livres. C'est d'abord Histoire populaire de la Nouvelle-France des origines à la Grande Paix de 1701, voilà, et de 1701 à la Conquête. Voilà, donc conquête anglaise, hein, s'entend, voilà, puisque c'est l'histoire du Canada français. C'est super intéressant, vraiment. J'ai lu le premier tome ici, vraiment. Lisez sur le Québec, sur l'histoire du Québec, c'est passionnant, voilà. Et donc, en plus, c'est un très beau pays. Je vous conseille d'y aller. Faites des études, allez-y en vacances, mais c'est magnifique, les grandes forêts, et puis il y a tellement de choses historiques à aller découvrir là-bas, sur cette colonie française. Donc, on va parler donc, des origines de Samuel de Champlain, tout ça, et l'installation donc des Français au Québec. Ensuite, une histoire de l'Amérique française. C'est dans le Giron, hein, voilà, par Gilles Havard et Cécile Vidal. Vraiment Gilles Havard, hein, qui est vraiment un des spécialistes, hein, de l'Amérique française. Alors là, c'est génial. Ça parle de la Louisiane, grand territoire, vraiment, hein, qui fait 14 États américains d'aujourd'hui, la Louisiane, mais on va en reparler quand on va parler de Jefferson et Napoléon. Mais voilà, histoire de l'Amérique française, c'est à lire sur les trappeurs, sur le commerce, sur les relations avec les Premières Nations, sur donc les Français le long du Mississippi, donc Saint-Louis, Bâton Rouge, toutes les villes à consonance française que l'on connaît. Vraiment, il y a toute l'histoire aussi, donc chez Champ Histoire, donc chez Flammarion. Voilà, je le conseille, je ne peux que le conseiller, c'est vraiment hyper intéressant et vraiment à jour et c'est super. Hop, ensuite, Edmond Dienboski, La guerre de 7 ans, donc chez Perrin Tempus. Alors là, voilà, donc ça c'est une synthèse sur, pour moi, la première guerre mondiale, la vraie première guerre mondiale qui a existé, pour moi, parce que ça s'est battu partout. On s'est battu en Inde, on s'est battu en Amérique, donc ce qu'on appelait la guerre de la conquête, hein, on le voit dans le dernier des Mohicans, donc français contre anglais. On s'est battu en Europe, bien entendu, dans toute l'Europe, voilà, avec les Anglais, les Polonais, les Autrichiens, voilà, les Français, tout le monde, les Espagnols, voilà. Donc pour moi, c'est la première guerre globale, voilà. Donc je l'appellerai la première guerre mondiale, et selon moi, c'est la meilleure synthèse pour l'instant qui existe sur cette guerre, en tout cas en France, voilà. Et donc on a quand même l'histoire qui nous dit cette synthèse remarquable fera à coup sûr référence, et je suis particulièrement d'accord, c'est génial. Donc voilà, guerre de 7 ans qui s'est déroulée de 1756 à 1763, donc en plein règne du roi Louis XV, voilà, et qui a opposé toutes les puissances de l'époque, et c'est l'Angleterre qui a fini par remporter. Mais voilà, je ne peux que conseiller la guerre de 7 ans d'Edmond Dienboski. Hop, on continue avec, là c'est centré, dans le dernier quart, ça va être centré États-Unis, mais bon, c'est aussi une histoire qui me passionne. On va commencer avec Jacques Porte, Histoire des États-Unis de 1776 à nos jours, voilà, aux éditions Armand Collin. Donc là, c'est clairement manuel, hein, mais je voulais avoir vraiment des informations spécifiques. Ça peut, là, on a envie de vomir quand on voit ça. Oh mon Dieu, la dose d'informations. C'est vraiment écrit minuscule, mais en soi, c'est quelque chose de très complet, vraiment, et ça resitue les États-Unis vraiment dans les perspectives contemporaines depuis qu'ils existent. Et c'est vraiment hyper intéressant, donc je conseille. Enfin, 2 livres sur la guerre d'indépendance américaine, forcément, hein, comment les États-Unis se sont créés. Donc tout d'abord, l'excellent La guerre d'indépendance américaine, donc aux éditions Passé Composé par Pascal Cyr et Sophie Muffat. Voilà, ici présent. Alors lui, il est génial. Alors lui, je vous le conseille vraiment. 25 € là aussi, mais c'est génial, c'est bien mené, on a toute l'histoire. Alors on voit, voilà, comment la France est rentrée dans le conflit, on a la rupture définitive avec les Anglais, on a les conséquences voilà, de la guerre de 7 ans, l'invasion du Canada. Enfin, c'est vraiment génial. Lisez La guerre d'indépendance américaine de Pascal Cyr et Sophie Muffat. Et bien entendu, La Révolution américaine, la quête du bonheur, qui est un peu plus vieux mais tout aussi intéressant, par Bernard Cotteret,
excellent, vraiment, voilà. Alors, je ne peux que conseiller, là aussi, bon, c'est énorme hein, en termes de pages, on est à combien? On est à ouais, bon, 550 pages. Mais voilà, c'est vraiment génial. On en apprend beaucoup, ça me permet de moi de croiser les sources, comme je vous ai dit. Et voilà, je vous conseille ces 2 livres sur la Révolution américaine. C'est les plus complets selon moi. Voilà. Ensuite, on a bien sûr, et là j'attends de vous en parler, voilà, avec Mémoire d'Adrien quand je l'aurai terminé. On a bien sûr la biographie de Thomas Jefferson. Voilà. Je vais parler également, puisque là ce portrait le nuance énormément et j'adore, je vais parler de ses bons côtés comme de ses très mauvais, parce qu'il avait des très mauvais côtés, et j'en suis conscient, hein, comme vous l'avez vu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les commentaires donc, de la vidéo Bibliothèque idéale, mais une personne avait réagi justement à ça, comme quoi c'était n'importe quoi que je puisse parler en bien de ce président après tout ce qu'il avait fait. Oui, alors on peut parler en bien de cet homme, oui, parce qu'il faut le remettre dans le contexte de son époque et qu'il faut vraiment séparer les choses un peu et les expliquer, vraiment. Ne pas les nier, mais les expliquer. Voilà, donc par Laurent Zecchini, mais j'attends de vous en parler plus en détail. En tout cas, Thomas Jefferson, pour moi, ça va devenir un incontournable. Voilà, donc chez Perrin Biographie. Et donc, en suivant, on a le journal de Lewis et Clark, les 2 explorateurs que Jefferson a envoyé découvrir l'Amérique après qu'il ait acheté la Louisiane à la France. Donc, Napoléon a vendu la Louisiane à Jefferson en 1803. Voilà. Donc, il a lancé cette expédition très connue, l'expédition Lewis et Clark. Donc, on a le tome 1 ici, La piste de l'Ouest, et le tome 2, Le grand retour. Voilà. Et donc, c'est le journal hein, qui a été publié donc, de ce que Lewis et Clark ont écrit, ce qu'ils ont vu, voilà, leur relation avec les Indiens là aussi, et toute leur cartographie, comment s'est déroulée l'expédition, et c'est passionnant. Donc, aux éditions Libretto, je vous conseille vraiment La piste de l'Ouest et Le grand retour, c'est 2 incontournables pour moi sur l'expédition qui a changé un peu la donne, hein, puisqu'elle a créé les États-Unis à proprement parler, puisque c'est cette expédition qui a lancé la conquête de l'Ouest. Voilà. Donc ensuite, on va passer maintenant à la période pré-révolutionnaire. On a bientôt terminé, mais je vous ai dit ça allait être assez long, mais c'est intéressant, donc on ne m'arrête pas quand c'est intéressant. Voilà, je vous retrouve de suite. Alors, on entre maintenant dans la période pré-révolutionnaire et on va commencer notamment avec les dernières noces de la monarchie, donc qui sont les 2 biographies par Evelyne Levert de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui ont été en fait rassemblées dans la collection Les Indispensables de l'Histoire chez Le Club, mais vraiment c'est hyper intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est 2 biographies qui éclairent vraiment sur ces 2 rois, sans jamais en faire trop, avec un style génial. J'avais dû lire en grosse partie ces 2 pour un exposé que j'ai dû faire en licence. Vraiment, c'est génial et moi je ne peux que conseiller Evelyne Levert, voilà, qui nous a pondu vraiment 2 biographies extraordinaires sur Louis XVI et Marie-Antoinette, qui sont très bien fournies, et même sur la guerre d'Amérique, justement, puisque les Français et la guerre d'Amérique, alors je ne me suis pas détaillé là-dessus, mais bien sûr les Français ont eu un rôle dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Tout est détaillé dans les livres que je vous ai conseillés plus haut, puisque tout se passe à peu près en même temps, hein, de toute façon. Ensuite, on a bien sûr le Louis XVI de Jean-Christian Petit-Fils. Et oui, il est encore là, il est encore là. Eh bien, dis donc, ouais, il est là, il est là. Il n'a pas fini d'être là. Voilà, si. Ah si, il a fini. On me dit à l'oreillette qu'il a fini. Je n'ai pas d'oreillette, mais voilà. Donc, Louis XVI, voilà, ça... la grande biographie donc, de Jean-Christian Petit-Fils, là aussi, plus de 1000 pages. Voilà, pour moi, c'est très très intéressant pour voir la complexité du personnage qui est souvent... voilà, on a souvent pensé que Louis XVI était un roi mou, un roi sans intérêt, un roi qui préférait les serrures à la gestion du royaume. En vérité, il était très intelligent, mais il s'est fait prendre par quelque chose qui était trop grand pour lui. Il a voulu des réformes qui ne sont pas passées auprès des élites. Alors, je ne veux en aucun cas défendre la royauté, c'était pas ça dans mes propos, mais je dis qu'il faut réapprendre à réfléchir à la complexité de ce personnage, et je pense que le livre de Jean-Christian Petit-Fils y contribue grandement, donc je ne peux que le conseiller, Louis XVI de Jean-Christian Petit-Fils. Enfin,
sur la période pré-révolutionnaire. On a Marie-Antoinette de Charles-Éloi Vial. Alors je l'ai acheté parce que je regardais la série Marie-Antoinette et vraiment, historiquement parlant, c'était pas ouf du tout. Mais comme c'était assez bien joué dans un sens, j'avais envie de découvrir un peu vraiment l'origine story du personnage, si on peut dire. Mais vraiment non, vraiment le personnage dans sa complexité, même si le livre de Levert était assez complet. Mais là, vraiment, j'ai craqué sur l'occasion puisque voilà, ça a été publié, donc 30 € quand même, hein, 28 €, mais ça a été publié voilà, l'année voilà, 2023. Donc voilà, ça date de 2 ans. Historiographiquement, c'est hyper récent. Voilà, alors là aussi, c'est un pavasse. Hein. Je crois qu'on est à... On est à quoi? Ouais, on est à 800 pages. Mais c'est bougrement, bougrement intelligent, d'une écriture forte, voilà, nuancée là aussi, plein d'explications, de très belles illustrations, voilà, et qui montre aussi la complexité de cette femme qui a été bafouée toute sa vie, parce qu'on a dit l'Autrichienne, voilà, elle était détestée. Donc ça prend tout, l'affaire du collier, voilà, comment on s'en est arrivé à Versailles, voilà, en tant que mère aussi, voilà, comment elle était en tant que mère, et voilà, c'est vraiment passionnant, puis ces derniers instants qu'on connaît tous, mais vraiment c'est hyper éclairant et je conseille à tous cette biographie Marie-Antoinette de Charles-Éloi Vial, qui est donc un archiviste paléographe et qui est un docteur habilité en histoire. Voilà. C'est le conservateur des, je lis derrière, des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc il a fait énormément de livres sur la Révolution, sur la fin de la monarchie et tout ça. Vraiment, Charles-Éloi Vial, c'est un bon auteur que je conseille. Donc, maintenant, on arrive au 7e chapitre, si tout va bien. La Révolution française. Et bien voilà, on se retrouve de suite. Alors, cette partie sur la Révolution française, elle va être un peu fournie, mais bon, dans l'ensemble, ça va le faire. Donc, un librio à 5 €, petit guide, mais ça peut toujours servir, ceux qui sont intéressés, je ne sais pas. Voilà, sur la Révolution française, donc là, c'est les principales dates, en fait. Voilà, les chiffres, les dates, principales choses à savoir, en fait, sur le déroulé des événements. C'est un guide, c'est très rapide, c'est scolaire, voilà. Donc, si ça peut avoir un intérêt pour des gens qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de réviser la Révolution française, vous pouvez le faire par celui-là, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, on a de la Révolution française. Donc le premier, c'est Michel Vauvel, un des spécialistes de la Révolution française, chez Armand Collin. Donc là, une édition cursus, très clairement pour les cours, mais vraiment qui récapitule vraiment hyper bien le processus de cette Révolution française, donc de 1789 à 1799. Voilà, donc c'est un manuel, mais ça prend tout. Ça prend d'abord la décennie révolutionnaire, après on passe à l'état révolutionnaire, on passe bien sûr aux guerres de Vendée, on passe à la révolution refusée, les fronts, la guerre, le directoire, la nouvelle société. C'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, Michel Vauvel, ce cursus, Armand Collin, je le conseille. Celui-là, il fait quoi? Il a fait 20 €? Ouais, 20 €, lui, 20 € à peu près. Voilà. Et ensuite, bon, excellentissime, comme je l'ai dit, mon amour pour les Belin Histoire de France, j'aimerais tous les avoir à un moment. C'est bien sûr 1789-1815, Révolution, Consulat, Empire, voilà, donc par Michel Biard, Philippe Bourdin et Sylvia Marzagali. Voilà, je le conseille, ça prend les trois périodes, hein, Révolution, Consulat et Empire. C'est complet, c'est illustré, c'est magnifique, voilà. Il y a plein de tableaux, de cartes, Enfin, regardez, c'est super. Et vous l'avez bien sûr en grand format aussi, si vous voulez, en plus grand format. Mais alors, il fait 40 €. Lui, il fait déjà 25 € et le gros format fait 40. Mais c'est super beau pour des cadeaux de Noël ou tout ça. C'est une dose d'information considérable. C'est très récent, très recherché. Franchement, moi, je peux que vous conseiller ces éditions Belin, Histoire de France. Donc 1789-1815, Révolution, Consulat, Empire. Ensuite, on a un tout petit livre, cette année-là, à Toulouse, donc aux éditions Midi-Pyrénéennes, voilà, qui font par année des choses qui sont passées à Toulouse. Je viens de Toulouse, moi, donc voilà, c'était sympa. Je suis allé à la présentation de cet ouvrage qui est vraiment très réussi. Donc on a 1794, Terreur, justice révolutionnaire et guillotine, Madame de Cassan sur l'échafaud. Donc Madame de Cassan, épouse de parlementaire, qui a été prise dans la répression de la terreur. Voilà, révolutionnaire durant la Révolution. Donc, c'est très intéressant. Et en plus, ça se lit hyper vite. Donc voilà,
si vous voulez. Donc c'est bien sûr des éditions régionales. Là, c'est au prix de 7,50 €. Bon, pour ça, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais bon, c'est de la recherche historique, voilà. Et donc, bien sûr, comme c'est des éditions régionales, il faut bien aussi qu'elles vivent. Donc, comme elles commencent à se lancer, voilà, c'est ce qui explique le prix. Mais c'est vraiment très éclairant, très intéressant. Et c'est un exemple de plus à avoir dans sa culture générale, j'ai envie de dire. Donc, voilà, Madame de Cassan, voilà, petite histoire de la terreur et de Madame de Cassan, je conseille. Ensuite, on a Guillotiné, voilà, Marie-Antoinette, Madame du Barry, Madame Roland et Olympe de Gouges, le destin lié de ces 4 femmes qui ont été guillotinées sous la Révolution. Donc on va suivre les portraits à chaque fois. Donc elles ont été arrêtées, voilà. Donc c'est classé arrêtées, incarcérées, jugées, puis condamnées. Voilà, c'est super, c'est vraiment intéressant. On suit ces destins croisés de ces 4 femmes de la Révolution qui ont été prises dans la tourmente révolutionnaire, qui ont été exécutées. Donc Marie-Antoinette, la reine de France, Madame du Barry, la dernière maîtresse du roi Louis XV, Madame Roland et Olympe de Gouges, des résistantes du mouvement révolutionnaire et des femmes de lettres, des femmes engagées. Voilà. Donc je ne peux que conseiller ce Guillotiné de Cécile Berly. Voilà. Ensuite, La Pérouse, le voyage sans retour. Alors il a commencé en 85, hein, voilà, mais apparemment on aurait dit, je l'ai gardé pour la fin exprès, pour la dose de suspense, puisqu'on aurait dit que sur l'échafaud, Louis XVI en montant sur l'échafaud, il aurait dit « A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Alors c'est absolument pas une anecdote vérifiée, mais c'était intéressant, alors je voulais le garder pour la fin, par Gérard Pioufre. Voilà, donc on apprend toute l'expédition de la Pérouse, voilà, qui a été envoyée par Louis XVI pour, juste après, en fait, les exploits de James Cook, voilà, pour aller observer au nom de la France, voilà, pour aller explorer le Pacifique, autre. Et donc, malheureusement, il va être pris dans une tempête au large de Vanikoro, dans les îles Salomon, et voilà, il y restera, ces navires ont disparu, l'astrolabe et la boussole, voilà, et on a retrouvé la trace que récemment, et c'est super. Je vous conseille énormément de vous intéresser à l'expédition La Pérouse. Vous avez d'ailleurs un grand musée consacré à ce personnage à Albi, puisque il était albigeois. Voilà, donc chez les éditions La Librairie Vuibert, voilà, donc La Pérouse, le voyage sans retour, je conseille énormément, c'est très 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 intéressant. Voilà. Enfin, Loris Chavanette, Danton et Robespierre, le choc de la Révolution, là aussi aux éditions Passé Composé. C'est super, c'est génial aussi. Portrait croisé de ces deux hommes qui ont commencé amis pour finir ennemis, et même Robespierre sera en fait décapité, hein, Danton. Voilà, c'est un livre très intéressant car ça montre leur début en tant qu'avocats, ça montre leur combat pour le peuple, pour la Révolution, et après ça montre un peu la radicalisation vraiment de l'un et vraiment la volonté de l'autre à vouloir modérer en fait cette révolution. Et on voit que les courants ne passent pas, et on voit comment en fait la situation a dégénéré. Donc le livre est gros, mais il est à la fois très récent, très intéressant. Voilà, et ça montre un peu les deux destins croisés. On insiste donc sur ces deux destins de la Révolution française, et je ne peux que le conseiller aux éditions Passé Composé. Ça coûte 25 €, mais c'est juste génial pour voir ces deux portraits des députés, je pense, les plus importants de cette Assemblée nationale nouvellement construite post-Révolution française. Voilà, très intéressant, je vous le conseille. Donc on en a terminé sur la Révolution, et maintenant on va passer à la dernière partie, on a terminé bientôt, dernière partie, sur l'Empire et ses suites. Alors j'en ai un petit peu, mais ça va être surtout centré sur l'Empire, et alors un tout petit peu la Restauration, mais vraiment un tout petit peu, parce que le reste, après, ça viendra dans une autre vidéo. Je m'arrête à 1815, en gros. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie. Dernière partie, donc, de cette vidéo, voilà, sur l'Empire. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup, mais si vous avez tenu jusqu'à la fin, vous êtes des bons, et ça, c'est ce que je préfère.
Voilà. Donc, on commence par les 2 tomes d'André Castello, Bonaparte et Napoléon, voilà, qui sont pour moi des indispensables. Les biographies les plus complètes, selon moi, même si elles sont discutables encore, puisque le style d'André Castello est quand même de faire éloge de l'empereur et tout ça, mais elles restent quand même très intéressantes pour voir le déroulé des événements. Voilà, il a consulté quand même énormément d'archives. Le style se lit comme un roman. Voilà, donc Bonaparte, bon, les premières, voilà, la naissance du futur empereur et donc ses premières conquêtes militaires, le siège de Toulon, puis les campagnes d'Italie, les campagnes d'Égypte. Voilà, donc je conseille vraiment ces 2 livres, puis ensuite Napoléon à partir du moment voilà, où le coup d'État, puis le couronnement donc, en 1804, voilà, et le début de l'Empire jusqu'en 1815 et la bataille de Waterloo, c'est hyper bien détaillé, c'est vraiment génial, je ne peux conseiller que ces 2 livres, voilà, donc 30 € chacun, voilà, ça fait 60 € pour avoir le tout, c'est quand même une somme, mais vraiment vous verrez que vous ne serez pas déçus, à chaque fois en plus ils sont illustrés, hein, il y a des petits, alors je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, voilà, mais si, vous avez à chaque fois des illustrations, voilà, dans le livre. Donc génial, moi je vous conseille André Castello, Bonaparte et Napoléon, parce que c'est vraiment ce qui existe de plus complet à ce jour sur la figure de l'empereur. Ensuite, on a une biographie de Marie-Hélène Bellac, Hortense de Beauharnais, donc qui est la fille de Joséphine de Beauharnais, l'impératrice, hein, l'impératrice Joséphine, qui est la première épouse de Napoléon Bonaparte, et donc Hortense de Beauharnais, qui était déjà sa fille, hein, ce n'est pas la fille de Napoléon. Joséphine avait déjà des enfants d'un premier mariage, et donc par contre c'est la mère, puisqu'elle a été reconnue, hein, dans voilà, le procédé impérial, et donc c'est quand même la mère du futur Napoléon III. C'est intéressant de le savoir, et donc cette biographie, elle détaille voilà, la vie d'Hortense de Beauharnais, et montrer qu'elle n'a pas eu qu'un second rôle, qu'elle a été très intéressante dans l'histoire de l'Empire. Voilà, donc notamment l'auteur, elle était ancienne élève de l'ENS et agrégée d'histoire, Marie-Hélène Bellac, a publié sur la période de la Révolution et l'Empire, voilà, le sang des Bourbons, et beaucoup sur Napoléon, sur l'Empire. Donc voilà, je vous conseille, c'est toujours chez Perrin. Voilà, donc avoir une autre vision voilà, de la fille de Joséphine, voilà, Hortense de Beauharnais. Hop, ensuite, on va finir par ces 2. Ouais, on va finir par ces 2. Thierry Lenz, Le Congrès de Vienne, aux éditions, dans la collection Tempus, pardon, de chez Perrin. Voilà, là aussi à lire, c'est vraiment une des synthèses les plus intéressantes, je pense, sur le Congrès de Vienne, les plus complètes aussi. C'est vraiment très intéressant sur la diplomatie, sur le jeu des puissances, sur la refondation de l'Europe après les déboires et la défaite de Napoléon Ier. Vraiment, c'est à lire. Donc 1815 pour moi est une date, elle fait clivage, elle lance vraiment selon moi l'époque contemporaine. Donc c'est très intéressant de lire ce congrès de Vienne et de voir comment toutes les puissances se sont alliées pour redessiner l'Europe après la défaite de l'empereur français. Voilà, donc je conseille Le Congrès de Vienne de Thierry Lenz aux éditions Perrin. Voilà. Et enfin, on va terminer par 2 livres de Emmanuel de Varesquiel que j'adore. Voilà. D'abord Talleyrand, le prince immobile. Voilà. Donc toujours aux éditions Texto. Et Fouché, les silences de la pieuvre. Donc voilà, ces 2 hommes très importants dans la période de la fin de la Révolution, de la fin de la période pré-révolutionnaire, de la Révolution et de l'Empire, hein, puisque Talleyrand donc était évêque d'Autun, il a voté contre en fait pour le démantèlement des biens du clergé. Voilà, il a voulu les réformes de la Révolution, puis il s'est mis à la botte en tant que ministre des Affaires étrangères de Napoléon Ier. Il a été donc son ministre, puis il a été ministre de Louis XVIII quand la monarchie
donc à la Restauration, hein, où la monarchie a été restaurée. Voilà, c'est un personnage profondément complexe, très 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 intelligent, voilà. Et je ne peux que conseiller ces 2 portraits d'Emmanuel de Varesquiel qui sont juste géniaux, voilà, très complets d'ailleurs. Beaucoup de pages hein, pour Talleyrand, c'est à peu près 1000 pages aussi. Et pour Fouché, on est à 900, mais c'est pareil, c'est très intéressant. Donc Fouché, qui a eu un rôle considérable dans les massacres de Vendée durant la Révolution, voilà, et qui n'a jamais été incriminé parce que en général, c'est en général n'importe quoi. En réalité, ça a été Carrier, voilà, un aussi des responsables hein, des massacres de Vendée, mais voilà, on a tout mis sur le dos de Carrier plus que sur Fouché, et il a pu être ministre sous Napoléon, voilà, c'est ministre de la police sous Napoléon, et puis ensuite après, voilà. Et donc, ils ont tous joué un rôle jusqu'à la Restauration, par leur intelligence, par leur sens du pouvoir, de la diplomatie, vraiment. Et d'ailleurs, je conseille énormément la pièce de théâtre et le film Le Souper. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé ou vu, cette pièce. Voilà, par Claude Brasseur. Je crois que Claude Brasseur jouait dedans, oui, dans le film. Dans le film, Claude Brasseur jouait dedans. Et voilà, et donc on confronte dans Le Souper ces deux personnages tellement intéressants de l'histoire que sont Talleyrand et Fouché dans un dîner qui est là pour... en fait, chacun se fout sur la gueule, en gros, hein, et pour dire tous les déboires de l'autre. Donc, je ne peux que conseiller Le Souper à lire, vraiment, et ces 2 biographies, vraiment très complètes, et qui sont très nuancées, de Talleyrand et de Fouché. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très longue, mais nécessaire. J'avais envie vraiment de vous parler de tous ces ouvrages. Alors, bien sûr, ces 60 ouvrages présentés, ils ne sont pas tous lus, mais tous en partie. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'aime justement dans les ouvrages d'histoire, c'est que moi, ils ont été lus toujours des parties durant ma licence, ils sont encore lus quand j'ai le temps. En fait, je prends des bribes, je prends ce qui m'intéresse, je prends les chapitres, je lis des chapitres, voilà. Alors il y en a certains que j'ai lus en entier, hein, comme certaines biographies, comme voilà, les biographies de Jean-Christian Petit-Fils, comme d'autres, les 1491, 1493, d'autres encore sur Napoléon, bien évidemment, mais il y en a d'autres que j'ai pas spécialement envie d'aller jusqu'au bout directement, parce que c'est moins intéressant pour moi. Je préfère avoir... C'est comme en fait une espèce de grande encyclopédie, ma bibliothèque, et c'est ça que j'aime. Mais voilà, donc ne prenez pas peur, hein, je n'ai pas lu tout ça encore, ce que je vous ai présenté, mais pour moi, ça me semble intéressant d'avoir ces livres-là, quand on est passionné comme moi d'histoire, et d'autant plus donc sur le Moyen-Âge, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, et sur les temps modernes, comme je vous ai présenté aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Et voilà, on va se retrouver après. Je vais vous présenter, je pense, quelques achats qui vont arriver bientôt. Là, on pourra discuter achats littéraires. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées, des commentaires, ça se passe en bas. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. C'était Arne, au plaisir.